Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force.com, merci de me regarder, merci de vous abonner à la chaîne Force.com. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va faire une vidéo sur l'avion. Alors, je vais vous expliquer en fait avec des images aussi, comment se passe l'avion, comment se passe un vol, le décollage aussi, l'atterrissage, comment on est nourri dans un avion, comment ça se passe quand on a plus de 10 heures de vol, etc. etc. Et comment ça se passe aussi pour débarquer, pour avec les hôtesses, etc. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc., etc. Je vais tout vous dire, ainsi aussi la vue qu'on a depuis l'avion, etc., etc. Tout d'abord, juste avant de faire ça, je peux vous dire en introduction en fait que j'ai fait pas mal d'heures de vol en fait. J'ai dû faire, je ne sais, je, je ne les compte plus tellement que j'en ai, mais je crois que je dois avoir pas loin de 3000 heures de vol à mon actif. Sachant que j'ai commencé à 14 ans à aller aux États-Unis et aujourd'hui je reviens de Cancun. Et évidemment, ça me laisse beaucoup d'avions entre deux. À mes voyages, la valise est à moitié pleine d'étiquettes de pays, voilà. Donc, juste pour vous dire que je m'y connais quand même assez bien dans l'avion et que j'ai quand même beaucoup de choses à vous faire partager là-dessus. J'en profite également pour dire que cette vidéo est à but pour expliquer comment est l'avion, comment se passe un vol qui se dure plus de 6 heures, ou moins de 6 heures, et pour ceux qui ont des phobies, pour ceux qui ont le mal de l'air, etc., comment les vaincre. Voilà, je vais parler de tout ça aussi. Introduction fermée, tout de suite, je vais vous amener sur cette vidéo qui sera beaucoup fait de photos. Pendant que je vais parler, en fait, il y aura beaucoup de photos qui vont défiler. Donc tout d'abord, je vais vous réciter un vol que j'ai fait. Alors celui-ci, il dure que 6 heures, 7 heures à peu près. Mais vous allez voir qu'avec celui que j'ai fait de 1h30 et l'autre que j'ai fait de 13 heures ou 14 heures à peu près, c'est approximativement les mêmes choses. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? Donc on est dans le hall de garde du terminal, on attend, et puis en fait qu'est-ce qui se passe? C'est que on vous appelle pour aller prendre l'avion, simplement. Donc vous venez auprès du hall de la borne, vous sortez vos passeports avec le ticket de vol, ticket d'embarquement, la carte d'embarquement, pas votre vol avec marqué tout le truc, votre correspondance, votre retour, etc. Prenez juste le passeport et la carte d'embarquement seulement. Ainsi, vous rentrez dans l'avion, vous dites bonjour à tout le monde, les hôtesses ou stewards vous indiquent votre place. Donc généralement, si c'est le F, bah, vous allez à droite, si c'est le A, B, C, c'est à gauche. Et puis ensuite, après ça, vous vous attendez. Vous vous mettez bien, vous vous installez confortablement dans l'avion, dans votre siège qui est bien cool. Tu te mets à l'aise. Si tu as des retardataires, t'attends une demi-heure maximum. Une demi-heure, quand tu es assis, c'est long. C'est très long. Et il faut vraiment être calme, reposant. Après, voilà, le commandant de bord va dire les directives, qu'est-ce qu'il va y avoir, combien d'heures on va avoir sur ce vol, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant les vols, est-ce qu'il va y avoir des perturbations, où on va aller, etc. Il va tout dire. Si tu es dans un avion où ça vient de la France, bien sûr ça va être en français, sinon la majorité du temps c'est à la langue de la compagnie plus l'anglais. Voilà. Ensuite, tu te cales bien. Pendant ce temps-là, pendant que l'avion il est en train de bouger pour aller sur la piste, et bah t'as tout simplement les stewards ou hôtesses de l'air, ça dépend, qui sont en train de défiler un film en fait pour te raconter la sécurité de l'avion, où sont les portes de sortie, et où attraper le gilet de sauvetage au cas où s'il y a un crash et que l'avion tombe à l'eau. Voilà, c'est le cas de le dire. Et donc t'as juste à reprendre ton truc qui est en dessous de ton siège généralement. Hop, si t'es en seconde classe, parce que si t'es en première classe, il est juste à ta côté, à ta droite normalement, ou à ta gauche, ça dépend où t'es. Et puis ensuite, t'as juste à le prendre, à souffler dedans pour le gonfler, puis lorsqu'en fait le seuil de l'eau dépasse la lampe s'allume automatiquement. Mais bien sûr, c'est juste une prévention, c'est pas pour dire ça va arriver. C'est vraiment très rare, voire quasi nul, ce truc-là. Je tiens à vous préciser. Ensuite, après finir tout ça, hop, place au décollage. Donc, ça dépend de certaines compagnies. Il y a des décollages où l'avion il arrive en bout de piste, il stoppe,
puis après, paf, il met les gaz à fond et il envoie la sauce. Donc du coup, t'es collé au siège. Ce qui pourrait pour certains être marrant, c'est mon cas. Ce qui pour certains pourrait être un peu un frein, quoi. Un peu une contrainte. Parce que voilà, ça t'envoie dans le siège, du coup, c'est pas forcément agréable pour tout le monde, etc. Mais disons que c'est juste un décollage comme ça. Il y a certaines compagnies qui font ça. C'est, je te le cache pas, la majorité. Et t'as des compagnies qui sont un peu plus cool. Après, ça dépend aussi des pilotes, hein, parce que bon, t'as tes compagnies, tu peux avoir la même compagnie qui fait bam, la première option, et puis à la sortie, bah voilà, parce qu'il a changé de pilote, au retour, il te fait un truc un peu plus cool, c'est-à-dire que l'avion il arrive, il roule tout doucement, puis il élève la vitesse petit à petit jusqu'à ce qu'elle ait maximum, pour pas que tu sois trop collé dans le siège, pour que tu sois calme et que tu aies un truc agréable. Voilà, ça arrive dans les deux cas. Donc voilà, tu as le choix en ces deux-là, c'est en fait le pilote qui choisit. Du coup, après, l'avion il décolle, qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, tu perds pied. Sérieusement, je te le dis, les roues ne touchent plus, donc tu voles. T'es en flâne totale, t'es comme ça, tu vois. Parce que il faut traverser le nuage, mine de rien. Et si t'as pas de nuage, il faut traverser les vents. Et donc du coup, quand tu montes, après tu dois faire un virage, parce que ça m'étonnerait que l'aéroport soit vraiment bien fixé vers la destination. Hein, c'est souvent, c'est vraiment très rare, ou rare. C'est très 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 rare qu'un avion quand il décolle, il fasse pas de virage un peu, etc., qu'il aille tout droit. C'est hyper rare. Donc il va tourner un peu, mais quand il va tourner, toi tu vas voir à travers le hublot les maisons, le sol, mais en fait, quand tu vas être assis, t'as pas l'impression qu'il tourne, quoi. En fait, bien sûr, avec la vitesse et la gravité, t'as l'effet où, voilà, comme si l'avion il tournait pas, c'était la même chose. Il tourne pas, c'est la même chose. T'es bien assis, tu vas pas être attiré vers le haut ou vers le bas. T'es assis confortablement et tu profites, quoi, tu vois. Même s'il fait un angle à 90 degrés, tu vas pas pencher un peu, tu vas rester droit. Voilà. Puis ensuite, après, bon bah, une fois qu'il a atteint sa vitesse de croisière, généralement ça avoisine les à peu près entre 850 km/h et 980 km/h. Ça, c'est à peu près la vitesse de croisière. Je parle des grands avions de ligne, hein. Je parle pas des petits avions qui font des cours internes. Là, ils dépassent pas, généralement, ça dépasse pas les 880 km/h. Et puis, du coup, après les stewards, une fois qu'ils ont fait la ligne, justement, la vitesse de croisière, là, quand c'est l'heure de repas, ils te distribuent soit des repas, ou soit ils te distribuent des petites milliardises avec des petits boissons, etc., etc., pour te souhaiter la bienvenue dans l'avion. C'est une forme de bienvenue dans l'avion, en fait, voilà. Et donc, t'es cool. Il faut savoir que les repas dans l'avion, ils sont tous sous vide, c'est sûr. Pourquoi? Parce que la pression atmosphérique. Voilà, quand tu arrives dans un avion, les portes sont dépressurisées, donc tu n'as pas de pression. Mais toi, en tant que tel, si tu montes, tu as de la pression. Tu l'as moindre peut-être, mais tu as de la pression. Les aliments, c'est pareil. C'est pour ça que des fois, ils gonflent un peu et qu'ils ouvrent. Comme ça, c'est bien plat. Ils ouvrent un peu, comme ça c'est bien plat. Mais ils vont pas te becter le truc, hein. Ils ouvrent juste un petit peu, hop, comme ça le truc, il s'est ramolli parce qu'il gonfle un peu quand même, hein. On appelle ça l'altitude, hein, la pression atmosphérique. Puis du coup, voilà. Et du coup, tu manges, donc c'est des petits repas normaux, sachant qu'il faut savoir que tu as l'alcool gratuit, les repas gratuits, si tu veux des extras. Dans certaines compagnies, il faut payer, dans d'autres compagnies, t'as pas besoin de payer. Le café est à volonté, les boissons sont à volonté, etc. Tu peux redemander des boissons, tu ne seras pas payé, à moins que tu sois en low cost, sinon voilà. Et quand c'est un trajet qui fait 6 heures, généralement tu as maximum 3 repas, puis ensuite c'est bon, c'est ok, il y a tout ce qu'il faut. Sinon, c'est un avion qui fait à peu près plus de 10 heures, donc là tu as 5 repas. Voilà. Juste pour l'avion qui fait plus de 10 heures. Parce qu'il faut l'apéro, il faut manger, hein, le midi. Après, il faut prendre le café pour le 4 heures. Puis ensuite, il faut remanger pour le soir. Et bien sûr, terminer sur un 4 heures avant de pioncer. C'est comme ça que ça se passe. Donc ensuite, vous avez aussi votre année détente. Hein, parce que même s'il fait jour, et si vous voulez vous reposer ou dormir, vous pouvez. Donc ils mettront les lumières exprès. J'espère que j'aurai des photos. Hein.
Je mettrai des photos. Donc ils mettent des lumières bleues, enfin des lumières assez assombrissantes pour que tu aies facilement le sommeil et que tu dors. J'avoue, c'est pas vraiment facile d'avoir un sommeil dans l'avion parce que tu as le moteur déjà. Puis ensuite, mine de rien, tu as aussi énormément de choses qui font que tu peux pas dormir. Le siège, t'es en 90 degrés, t'as le siège qui est là. Bon, c'est pas forcément agréable. Et puis en plus, tu sais que t'as des barrières à côté parce que il faut tenir les mains. Tu sais que t'as le bruit, il faut pas que tu te casses la gueule sur ton passager. Faut pas que tu fasses trop de mouvements parce que sinon tu peux, avec les perturbations, tu peux beaucoup bouger, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de contraintes, même si tu les prends pas en compte, et ben ils sont là, mine de rien. Et donc du coup, c'est très dur de faire un sommeil en vol. Il faut vraiment être un légume. La dernière fois que j'ai pioncé, j'étais pas un légume. Enfin, la première fois que j'ai pioncé, oui, j'étais un légume. Mais après, quand j'ai voulu pioncer un peu, bon bah là, ça a été mieux. C'était mieux. Je me suis mis à l'aise. J'ai pas reculé une seule fois le siège, hein, je vous l'avoue. Mais je me suis mis à l'aise. J'ai commencé à être bien. Généralement, à des premiers vols, si tu dors pas, c'est normal. C'est entièrement normal. Parce que t'as pas l'habitude. Parce que l'avion, etc., etc. Il ne faut pas oublier, les amis. Il ne faut pas oublier, et ça c'est très important pour ceux qui ont mal de l'air ou ceux qui ils anticipent un peu. Si tu pendant tout ton trajet d'avion, si tu as des petites perturbations, genre par exemple tu perds 200 mètres d'altitude, c'est pas grave, c'est normal, c'est entièrement normal. Tu perds 200 mètres d'altitude, c'est normal. Pourquoi? Parce que si tu les perds pas, et ben du coup tu vas rentrer dans une phase où tu vas être vachement secoué. Et c'est pas forcément agréable. Je l'ai déjà vécu, pour moi c'est une rigolade, mais je sais que ma voisine qui était juste à côté, assise à côté de moi, elle se tenait vraiment bien les accoudoirs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que je pense que c'était son premier avion. Bref, tout ça pour dire que c'est entièrement normal si tu as des perturbations. C'est vraiment entièrement normal. Si tu as des petites secousses, si tu vois, parce que c'était au hublot, si tu vois que le moteur de l'avion il secoue un peu, c'est normal, t'inquiète pas, il va pas péter, il n'y a rien qui va péter. C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment extrêmement rare que l'avion se crache, soit dans l'eau, soit dans la terre. C'est normal que ça perde 200 à 300 mètres d'altitude. C'est vraiment rien. Quand tu es à 13 km d'altitude et que tu perds 2 ou 300 mètres, c'est vraiment rien en fait, hein. C'est comme si tu jetais un grain de sable. C'est rien. C'est vraiment rien. Je peux vous dire aussi pour ceux qui font des longs voyages à travers Mexique, parce que ceux qui font des voyages pour les États-Unis et le Canada, ça va. À partir du Brésil, c'est bon, mais quand vous faites sur l'Amérique centrale, je tiens à vous dire que vous avez juste un moment. Écoutez bien, vous avez juste un moment où vous passez dans le triangle des Bermudes. J'y ai passé. Vous avez quelques orages, mais c'est rien. C'est rien, les. Vous passez juste un chouïa dans le truc de Bermude. C'est quoi? C'est rien. Donc, même. En fait, il faut pas rentrer au cœur du triangle du Bermude. Si vous passez sur les rebords, et bah vous êtes bien, vous avez rien. Mais par contre, si vous passez en plein dedans, là c'est clair que vous avez le vortex, paf, vous allez sur une autre planète, etc. Mais si vous longez, même si vous prenez juste un petit peu un petit ça, du triangle des Bermudes, c'est pas très grave. Sachez aussi que, les amis, vous avez les avions, vous prenez, quand vous êtes en avion, il faut prendre en compte l'économie de carburant. Comment ça se passe? Vous coupez la Terre en deux, d'accord? C'est l'équateur. Bam, vous la coupez en deux. Ensuite, vous prenez l'hémisphère nord et vous vous dites que du pôle nord à l'équateur, le vent va vers le bas. D'accord? Et l'inverse pour le pôle sud vers l'équateur, le vent vers le haut. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'équateur, il y a beaucoup d'orages, beaucoup de pluie, etc. Ce qu'on appelle bien sûr les moussons des tropiques. Voilà. Et du coup, vous allez voir que généralement, quand tu as quelqu'un qui est dans l'hémisphère nord, il va aller en haut, il va pas traverser, il va aller en haut pour rattraper le vent du nord, pour ensuite, comme ça, il a juste à économiser du carburant, il atterrit. J'ai moi-même fait mon vol de Cancun, Mexico, mais après Mexico-Paris. J'ai passé dans le triangle des Bermudes. Et après, j'ai longé la côte est des États-Unis pour rattraper la courbe du pôle Nord, qui en fait n'est pas une courbe parce que la Terre est sphérique, d'accord? Et du coup, en fait, j'étais, au lieu d'être à environ 950 km/h,
j'étais à plus de Mach 1. Voilà. Donc c'est vous dire l'économie de carburant et la vitesse de gain qu'on a, c'est excellent. Au lieu de faire 12 heures de vol, vous faites 11h30, ce qui est vraiment très sympathique. Bien sûr, quand vous dites 12 heures ou 11h30, bon, il y a juste une demi-heure qui change, c'est pas énorme. Si, c'est énorme. Je vous assure, vous êtes content quand vous êtes arrivé 30 minutes plus tôt. C'est vraiment un super bonheur à la fois pour vous, comme ça vous détendez les pieds et tout, ça y est, vous vous faites plaisir, mais à la fois pour aussi le vol en tant que tel, parce que ça fatigue, exactement. Du coup, ça fait la même chose pour le sud. Ils vont rattraper les vents du nord. C'est pour ça qu'au Brésil, eh ben, ils ont tout le vent. Parce qu'ils sont juste pile poil, voire si tu prends Rio de Janeiro, c'est en dessous de l'équateur. Si tu prends Recife, c'est au-dessus. Donc ceux à Recife, ils sont vraiment mal barrés, quoi. Parce qu'ils ont tout le vent du nord à rattraper. Vraiment mal. Mais par contre, si tu parles de Rio de Janeiro pour aller à Paris, là, t'es super bien, quoi. Parce que pendant pratiquement la majorité de ton voyage, t'as les vents du sud qui trop montent, donc du coup, tu vas à fond. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez très peu sur une carte, ce qu'on appelle un planisphère, vous voyez très peu d'avions qui font des lignes droites, ce qui n'est pas possible des lignes droites sur un planisphère, parce que la Terre est ronde, elle est sphérique. Donc du coup, une ligne droite se traduit par une courbe. Voilà, il n'y a pas plus simple. Que vous dire oui, vous avez une vue magnifique, c'est vrai. Vous avez une vue magnifique. Si vous avez la chance, écoutez bien, si vous avez la chance d'avoir votre vol la nuit, ce que j'ai eu pendant que j'ai été au Mexique, ou même pendant la dernière fois que j'ai été aux États-Unis, c'est inouï. Si vous êtes au hublot, profitez-en pour regarder dehors. C'est inouï. Vous voyez tout, les étoiles, vous voyez les constellations, ce qui se traîne dans le ciel, les vaisseaux ou n'importe quoi. Vous voyez tout, mais en plus près, même la lune, vous la voyez comme si vous alliez la toucher. Généralement, vous voyez, bon, vous voyez comme vous êtes ici, quand il y a eu la super lune, donc vous voyez, c'est quand même assez massif, bon bah là, c'est la même chose, sauf que c'est pas la super lune, et toi, tu es dans l'avion à 13 km d'altitude. C'est pratiquement, je dis pas que c'est la même chose, mais c'est pratiquement la même grosseur de la lune que tu peux voir. Donc en gros, c'est vraiment un véritable bonheur. Si tu as la chance de faire un vol de nuit, regarde bien les étoiles, tu verras qu'elles sont hyper proches, tu verras à quel point elles peuvent être lumineuses, et tu peux regarder aussi certains détails. Si tu fais le contraste avec, bien sûr, l'effet loupe dans l'avion. Et si tu as un vol de jour, bah écoute, j'ai envie de te dire, sois résistant, sois pas trop fatigué, bois beaucoup de café, hein. Je te recommande 2 cafés maximum, parce qu'au bout de 3, c'est du n'importe quoi. T'es là, tu dors plus, quoi, en fait. Voilà. Tu dors plus pendant une journée. Après, ça dépend des corps, hein. Encore une fois, je dis ça, c'est pour ma personne. Après, ça dépend des corps. Il y a des personnes, quand ils prennent du café, ils s'endorment. T'en as d'autres, quand ils prennent un café, ça y est, ils sont excités pour la journée, etc., etc. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre sur l'avion, à part que c'est bien. Donc, vous avez l'alcool gratuit, les repas, vous avez tout ce qu'il faut, en fait. Vous pouvez, ah oui, c'est vrai, parce que, mine de rien, je l'ai pas dit, si vous avez un petit envie pressante, vous pouvez y aller, il y a des toilettes à tous les portes, à tous les couloirs, il y a des toilettes. Donc vous demandez, si vous ne savez pas, vous demandez à la steward ou au steward, ça dépend, où sont les toilettes, elle va vous indiquer. Généralement, écoute, généralement les toilettes se trouvent, si c'est tout au fond, elles se trouvent à côté de là où préparent les repas les stewards. Si c'est sur le milieu, et bah ça se trouve dans les trucs, dans les grandes cases, dans les grands carrés qu'il y a entre chaque couloir. Voilà, ça se trouve dedans. Sachez que en fait, tout ce que vous allez faire dans le toilette est récupéré dans un sac, puis après le sac il est éjecté lors de son atterrissage. On va parler de l'atterrissage maintenant parce qu'on a fait le décollage, on a fait le pendant, j'ai dit comment ça se passait un peu, etc. Maintenant on va faire l'atterrissage. Qu'est-ce qui se passe lors de l'atterrissage? Il se passe que vous arrivez, vous êtes à 700 km/h. Vous réduisez, enfin le pilote du moins réduit la vitesse. Vous
enfin l'avion, hein, je dis bien, c'est pas vous parce que c'est pas vous qui pilotez, l'avion doit atterrir avec une vitesse qui est en dessous des 300 km/h. En dessous, pour avoir une sécurité. Écoutez bien, quand j'ai été à Cancun, je suis revenu à Paris, j'ai atterri à Paris à 260 km/h. 260 km/h. Sur une piste adaptée, bien sûr. On a mis pas loin de 1 à 2 minutes pour freiner et pour avoir une vitesse constante et largement faisable pour ensuite traverser tout l'aéroport calmement. On a mis 1 à 2 minutes, ce qui est vraiment hyper court. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'en fait, quand vous atterrissez, le premier pneu à l'arrière qui atterrit est hyper décisif dans le sens où c'est lui qui va faire en sorte que l'avion soit bien droit lors de l'atterrissage et qu'à ce moment-là, paf, ils enclenchent tous les freins et là vous êtes un peu projeté vers l'avant. Certes, c'est pas très agréable, mais ça vaut le détour. Et du coup, il met un frein super énorme et là vous entendez toutes les turbines qui mettent les gaz parce qu'il faut freiner. Et du coup, vous arrivez 1 minute ou 2 minutes après à environ 50 km/h. Et là, vous allez tranquillement vous allez transporter dans l'aéroport pour aller jusqu'à votre terminal. Donc en fait, même si vous êtes à 260 km/h, n'attendez-vous pas à avoir un atterrissage doux. Attendez-vous plutôt à avoir un atterrissage où il y a beaucoup de freins, où vous êtes un peu projeté vers l'avant, mais c'est pas énorme, vous tapez pas le siège de devant. Et du coup, vous êtes hyper bien lorsque vous êtes arrivé. Vous avez l'adrénaline qui retombe. Oh, ça y est, le vol il est bien. Vous êtes impatient d'aller au terminal pour ensuite regagner le véhicule que vous avez ou que vous cherchez vos parents, etc. Et d'aller à la maison pour pioncer ou pour passer un très bon moment. Voilà comment se passe un avion de vol. Je rappelle aussi pour tous ceux qui auraient un peu mal de l'air ou qui paniqueraient ou qui n'ont pas trop anticipé le vol ou l'avion, ça dépend. Sachez que pendant que vous êtes dans l'avion, si vous voulez dormir, vous avez des lunettes où vous mettez dessus. Et dans ce cas-là, c'est hyper pratique parce que vous avez ce que vous voulez. Vous êtes en plein dans le noir en plus, même s'il y a un peu de lumière lumineuse sombre, vous êtes dans le noir complet. Je tiens à dire que vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas, même si vous ne parlez pas l'anglais, n'hésitez pas à demander au steward de vous indiquer les toilettes, de vous expliquer le vol, comment il va se passer, etc. Même si vous ne parlez pas l'anglais, je vous assure, vous dites juste des mots avec des mains et ça va le faire, ça va être super bien. N'hésitez pas surtout à demander aux gens qui sont à côté de vous des choses sur le vol, s'ils ont déjà pris l'avion, etc. Parlez un peu au début, ça aide à déstresser un peu. N'hésitez pas si vous voulez un peu, comment vous dire, si vous voulez un peu aller aux toilettes ou vous dévergonder, il est énormément recommandé toutes les 2 heures de se lever. Alors, si vous vous sentez bien, hein, parce que je vous avoue, lors de mon 14 heures de vol, j'ai pas bougé une seule fois, mais j'étais bien à la fin. J'avais pas les jambes en compote. Parce que voilà, je les prenais en perpendiculaire, après je les allongeais quelques minutes, après je les remettais en perpendiculaire et je faisais des aléas comme ça entraînait la jambe à faire des mouvements et ça rouillait pas et du coup t'étais pas engourdi. Donc n'hésitez pas à faire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ne paniquez pas, c'est normal si lors du décollage ou lors de perturbations ou de l'atterrissage t'as les mains moites, c'est entièrement normal. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Tu mets ça dans les commentaires juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Force Pingouin. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé. Mettre des commentaires, ton avis, même si tu as des recommandations à me donner, n'hésite pas. Tu vas. Ah oui, juste avant de quitter la vidéo, sachez que l'avion, il a une vitesse constante, mais c'est pas les avions du réacteur qui l'emportent. L'avion est aspiré par le vent. C'est pour ça que des fois il y a des trous, ce qu'on appelle des perturbations, et que l'avion il zigzague un peu. Le vent emmène l'avion
Et du coup, quand il y a des trous de vent, et ben, l'avion il fléchit un peu. C'est entièrement normal. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao, bye bye.